Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du rapport Boivin, cette fois-ci pour la semaine du 21 au 27 septembre 2018, troisième épisode de la troisième saison. Une autre grosse semaine qui vient de se dérouler. Normalement, j'aurais fait un grand wrap-up, excusez l'expression anglaise, une excellente revue de fin de campagne, parce que lorsqu'on enregistre, c'est-à-dire jeudi en après-midi, on est déjà rendu presque la 36e journée de 39 est presque terminée en termes de campagne électorale. Quand je suis partie du studio jeudi dernier, il y avait le débat, le face-à-face à TVA qui devait se dérouler et il restait, tout le monde en parle, un peu pour cette campagne des chefs. Pour le reste, c'est du crêpage de chignon puis des insultes à tour de bras qu'on entend depuis le début de la semaine, mais quand même. Mais non, qu'est-ce qui arrive vendredi? Vous le savez, une tornade comme on n'avait pas vu depuis longtemps. On le sait comment Environnement Canada a souvent de la difficulté à dire ou à confirmer qu'il y a eu une tornade. Il y a bien d'autres fois où on a senti des vents assez violents, merci. On a souvent parlé de micro-rafales, de rafales fortes, enfin bref. La journée de vendredi avait de l'air tout à fait calme. On savait qu'il y avait, bon, de la pluie qui s'en venait, mais je pense que tout le monde a été assez pris par surprise. La question qui revient le plus souvent pour le fameux 21 septembre 2018, c'était où au moment où ça s'est produit? Dans mon cas, à moi, je suis une fan de golf. Les gens qui me connaissent le savent. J'étais en train de voir l'exploit phénoménal de Tiger Woods qui était en train de gagner dans sa deuxième ronde, là, le dernier tournoi de la saison pour la Coupe FedEx avant la Coupe Ryder de la semaine prochaine. Tout tranquillement assise, une grosse semaine qui venait de se terminer, puis je me paye une traite, je regarde du golf en rêvant à l'été. Et quand soudain mon écran s'arrête, et je reçois un avertissement comme on en reçoit parfois sur le téléviseur et où on se dit, ben ça mange quoi en hiver pour nous apprendre une alerte amber ou nous donner une alerte amber de quelque chose qui se passe dans un coin X de l'Ontario. On le sait que c'est pas encore tout à fait parfait, leur système d'alerte à ce niveau-là en anglais. Je regarde Twitter, je vois des gens qui chialent que c'est ça, je reçois des alertes en anglais sur mon téléviseur, enfin bref. Plus ou moins au sérieux. Quand tout d'un coup, vers 4 heures, je pense 46, pour pas être précise, je reçois une alerte sur mon téléphone cellulaire et cette fois-là, je peux vous dire que je l'ai pris réellement avec énormément de sérieux parce que ça souffrait d'aucune discussion, aucun débat. C'était clair, net et précis. C'était adressé à mon téléphone, sachant où je me situais. Ça disait clairement qu'il y avait une alerte de tornade et qu'il fallait se mettre à l'abri. Pas pensez-y, regardez à vos affaires, mets-toi à l'abri, ne vous tenez pas près des fenêtres et ainsi de suite. Et là, ben, chacun a vécu ça, la suite des événements à leur façon. C'était absolument dévastateur. Vous avez peut-être pas eu la chance d'aller dans le coin du Mont-Bleu. Si vous sortez de la 5, de l'autoroute 5, là, et que vous allez dans le coin, vous prenez la sortie Mont-Bleu, vous montez un petit peu le boulevard Mont-Bleu en direction de Riel, mais vous tournez après l'ancien concessionnaire, je pense que c'est un Harley-Davidson maintenant, il y a un petit centre d'achat, vous tournez à droite, vous allez voir, c'est la zone absolument dévastée. Moi, j'ai grandi sur Normandie et c'est comme si c'était dans notre cour arrière. Et pour vous montrer comment il n'y a pas de logique avec une tornade et comment c'est vite fait et que c'est destructeur. C'est parti de Dunrobin en Ontario, ça a frappé là et ça a continué sa route, ça a frappé une coupe de place, Glouceville, etc. Ça a poursuivi son petit bonhomme de chemin, ça a créé des dommages sur Saint-Joseph dans le coin des concessionnaires, le coin que je vous mentionnais aussi en arrière du coin de la rue Normandie, la vallée, donc tout le coin Jumonville, l'école secondaire Philémon Wright, c'est tout dans ce coin-là que ça s'est passé. Et c'est épouvantable. Des maisons, on penserait qu'il y a eu une bombe en quelque part, tout détruit sur son passage. Je pense qu'on va s'en rappeler longtemps. On pensait que les inondations
qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, ce serait le lot que la région aurait à supporter d'événements absolument imprévisibles et totalement destructeurs, mais maintenant une tornade et beaucoup de gens qui sont laissés un petit peu en plan, qui vont avoir à subir des mois qui viennent, pas tellement faciles. Et là, le jour où on nous faisait cette annonce-là, puis on attendait de voir ce qui se passait, là, les nouvelles commençaient à sortir au compte-gouttes. Évidemment, il y en a qui ont perdu l'électricité. C'était peut-être un peu difficile d'avoir de l'information, mais lorsqu'on a pu en avoir, on savait que l'école secondaire Mont-Bleu avait été sévèrement touchée. Il y a eu la foudre tombée dessus, ça a pris en feu, un feu assez énorme qu'on parle de plusieurs mois de construction. Alors, c'est 1500 quelques élèves, ça, qui doivent être replacés parce que on est au mois de septembre, l'année scolaire vient de commencer et on peut pas se permettre d'attendre puis de faire perdre une année complète d'éducation à nos jeunes. Alors, c'est un paquet de réajustements, c'est pas nécessairement évident. La destruction des gens qui sont laissés avec absolument rien, ils ont tout perdu, meubles, linge, nourriture, surtout un toit. Je pense que c'est, dans mon livre à moi, c'est un droit fondamental de tout être humain que d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et là, il se retrouve sans rien. Bravo aux gens en autorité dans notre belle grande région. Puis il n'y a pas juste Gatineau à passant. Hein. Il y a aussi Val-des-Bois. Il y a eu beaucoup d'arbres d'arrachés, de propriétés qui ont été maganés. Et comme moi, j'ai un chalet à Beaumune, juste l'autre bord de la rivière. Et c'est là que tu te dis, my God, tu sais, comme il y en a qui sont chanceux, puis il y en a qui sont donc malchanceux parce que tu peux avoir une rue, puis il y avait des maisons qui étaient toutes encore tout droites, qui aucun problème, absolument rien. Puis de l'autre côté de la rue, c'était dévasté. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce drame humain absolument incroyable et qui, en bout de piste, va être extrêmement coûteux à bien des égards. Heureusement, tout le monde a réagi rapidement. Le samedi, les candidats, évidemment, ça te fait dérailler une campagne électorale, c'est bien certain, mais tous les chefs des partis principaux sont venus faire leur tour dans la région, assurer de leur appui, puis c'est bon, parce que dépendamment de qui sera au pouvoir la semaine prochaine, ben on saura qu'il y aura une continuité dans les services qui sont accordés. Il faut apprendre à être patient, les gens. Je sais ceux qui vivent ça, ça doit pas être facile, puis des fois on est fatigué, brûlé, c'est pas évident à vivre tout ça. Cette destruction-là, c'est un traumatisme. Vos enfants, il y a des gens qui vont avoir vécu des choses absolument horribles. Il y a eu tellement d'histoires absolument incroyables qui ont circulé, encore incroyables, qu'il n'y a pas eu de blessés majeurs dans tout ça. Moi, ça me laisse complètement là. J'en reviens pas, tout simplement pas. Ça serait si facile, là, tu sais, tu reçois une porte de char en plein visage ou quelque chose. Il y avait tellement de débris qui se promenaient partout. Ton plafond s'écroule. Il y a tellement de choses qui pouvaient survenir. En tout cas, il n'y a pas de limite à cette destruction-là, mais tout le monde se tient par la main. Je sais que ma station où je fais des commentaires radio fait un radioton vendredi le 28. On sent que la communauté est là. Faut pas oublier, faut pas que ça arrête parce qu'à un moment donné, tout va être nettoyé puis il restera juste à refaire la construction des choses. C'est beaucoup de vies qui doivent passer par bien des étapes avant de reprendre un rôle normal. Notre maire, Maxime Penneau-Jobin, pour toutes les attaques que, Maxime, tu reçois à travers ta job, je veux simplement, et je lui parle directement, puis j'espère que c'est en votre nom, mais c'est phénoménal ce que tu as pu faire comme travail avec l'équipe de la ville de Gatineau, pas juste les coms, mais sur le terrain. Même chose pour les candidats de tous les partis, mais le maire plus particulièrement, il était là tout le temps, sans compter les heures, parce qu'il y a tellement de décisions à prendre et beaucoup de gens qui commençaient à dire « Ah, ben on n'a pas décrété l'état d'urgence. »
Il les a, ces pouvoirs-là, notre maire. Alors, on va arrêter, là. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup sur le terrain pour être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il semblerait qu'on a une solution pour les jeunes. Ils vont aller à l'école de Lille, à la polyvalente de Lille. Ça sera pas facile. J'espère que les jeunes, vous allez montrer votre solidarité aussi. Faites juste vous imaginer, vous êtes chanceux, ça aurait pu être vous autres. C'est les jeunes du Mont-Bleu qui ont subi cette problématique-là. Alors, on va leur souhaiter une bonne continuité. Continuons d'être généreux. Vous pouvez faire des dons à la Croix-Rouge. Faites-en. Dites-vous que ça s'en va directement aux sinistrés. Et ces gens-là ont beaucoup de besoins. C'est pas le temps des débats, savoir, il était-tu assuré? Il aurait pu se payer ça pendant qu'il se paye un cellulaire, et ainsi de suite. C'est pas le temps. Présentement, là, c'est de régler les problèmes. On fera ces post-mortem-là après coup et on verra. Moi, j'ai pas envie de commencer à analyser chaque personne, c'est quoi son budget pour savoir pourquoi elle a telle affaire ou pas telle autre. Alors, on est humain avant tout et c'est ce qu'on doit faire. Ça peut être facile de reprendre, je vous dis, la campagne électorale après des événements comme ceux-là. C'est jamais facile quand on est dans l'opinion de parler de quoi que ce soit d'autre. Parce que tout a l'air tellement peu important comparé à un événement aussi grave, aussi important, avec autant d'impact qu'une tornade, où je repensais aux événements du 11 septembre 2001. C'était la même chose. C'était pas facile de parler d'actualité quand ça se déroulait. Puis il y a des gens qui étaient encore pris là-dedans. Mais la Terre continue de tourner, le monde. Et oui, on a une élection lundi. Ça aurait été une drôle de campagne électorale. Tout d'abord, il y a le PM Couillard, lorsqu'il a déclenché la campagne électorale, a rajouté une semaine pensant que la CAQ s'épuiserait, manquerait d'argent, serait pas capable d'arriver au bout de la course, toujours en tête, parce qu'elle a commencé la campagne électorale, la coalition Avenir Québec, beaucoup en avance. Et tranquillement, pas vite, au fil de certains débats, le premier débat, entre autres, sur tous les réseaux, à l'exception de TVA, où c'est surtout Jean-François Lisée qui avait bien performé, donc on sentait que le PQ reprenait du poil de la bête. Couillard faisait un peu de sur place, Legault avait pas nécessairement bien performé, et tout d'un coup, au miracle, arrive le débat, j'oublie le débat en anglais, dans mon livre à moi, ça aurait même pas dû avoir lieu, le face-à-face à TVA, et là, c'est l'inverse. Jean-François Lisée a totalement, à mon point de vue, dérapé, s'en est pris à Manon Massé, mais quand je vous dis qu'il a dérapé, il l'a fait sciemment. Pourquoi? Parce que les équipes, chaque parti politique fait ses propres sondages. Et ils le savent très bien. S'ils font un travail réellement là, méticuleux, ils savent par leur propre sondage dans quelle situation ils se trouvent. Et je suis convaincue, vous ne me ferez pas dire le contraire, que le PQ sent la soupe chaude. Le PQ sent que Québec solidaire, par la voix de Manon Massé, est en train de reprendre un peu de poil de la bête et risquait même de les dépasser. Non seulement ils gagneront pas l'élection, le Parti québécois, à mon point de vue, alors vous prendrez ça comme une prédiction faite jeudi, le 27 septembre, à 14h quelque chose. Non seulement ils prendront pas le pouvoir, mais ils avaient le risque de terminer en 4e position. Et ça, les militants péquistes ne le pardonneraient jamais à Jean-François Lisée et à son équipe de voir Québec solidaire, ce petit parti marxiste, léniniste, communiste, à nommer toutes les istes de la planète, qui passerait en avant d'eux. Mais ça vous démontre comment c'est une élection qui est basée sur le changement, sur le fait qu'on ne veut plus ces partis avec lesquels on est tellement habitué, on est tanné de ça. Je vais faire une pause, je vais quand même revenir sur une couple d'éléments après la pause. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Alors, je vous parlais de ce que j'appelle le dérapage planifié de Jean-François Lisée concernant Québec solidaire, et c'était tellement apparent qu'après le face-à-face à TVA, il a continué pendant toute la dernière semaine, alors que c'était
normalement, si tu aspires à devenir premier ministre, ça aurait été sa semaine pour remonter le PQ, essayer de faire valoir un projet de société quelconque, mais non, on s'est évertué à continuer à taper le clou de Manon Massé. Manon Massé qui a dû trouver sa dernière semaine de campagne assez pénible, merci, parce que c'est pas évident. Là, pour la première fois de sa vie, les médias l'achalaient comme les médias peuvent achaler les candidats ou les chefs de parti sur un point en particulier. Tu sais, quand la femme de Legault dit que Justin Trudeau, c'est un pas trop smart, ben c'est certain que François Legault va passer sa journée à dire, ben qu'est-ce que tu penses du commentaire de ta femme? Ça te fait un peu déraper de ton message que tu veux faire et que tu veux envoyer aux électeurs pendant la semaine. Alors, Manon Massé a dû répondre à toutes sortes de questions, genre, es-tu marxiste, es-tu communiste, je suis sûre qu'elle avait le goût de parler de bien d'autres choses. Je pense pas que ça va avoir un si grand impact. Il y a peut-être quelques personnes qui pensaient voter pour Québec solidaire pour toutes sortes de raisons, qui vont avoir entendu quelque chose qui va venir les chercher, mais j'ai quand même l'impression que Québec solidaire aura un score assez intéressant. Pas suffisant pour devenir le premier parti d'opposition, là, oubliez ça, là. Ils en sont pas là, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de faire une très bonne campagne électorale à ce niveau-là. Ceci étant, j'ai l'impression que le Parti québécois, il y aura quelque chose qui va se passer suite aux résultats de l'élection de lundi, pour la simple et bonne raison que c'est pas normal de finir presque à égalité avec Québec solidaire et de voir la coalition Avenir Québec prendre autant de place avec le vote francophone. Je vous le disais la semaine dernière, beaucoup de sondages semblent placer un peu les libéraux et les caquistes à égalité, malgré qu'après le passage de François Legault au face-à-face, au dernier débat en français, il a repris pas mal là où il avait laissé avant le premier débat en français, parce qu'on a vu François Legault capable d'admettre qu'il pouvait commettre des erreurs. Ça, les gens aiment ça. Moi, j'aime ça quand quelqu'un me dit « Sais-tu quoi? Je me suis trompé. » Puis tu repars en avant, puis t'avances. Il était très solide, puis il a démontré des qualités de premier ministre. Alors, je suis convaincue que ses supporters ont dû faire « Ouf! » Surtout toute son équipe. Et il a pris la peine, et je le disais, il va falloir que la CAQ, s'ils veulent passer, remette à l'avant-scène l'importance de leur équipe. Ils ont une équipe solide. On a souvent reproché des années Mario Dumont, entre autres, puis des années subséquentes, les débuts de la CAQ, de la coalition Avenir Québec, que leur équipe est un peu chambranlante. Ici, en Outaouais, il est allé chercher quand même des candidats d'expérience. Mathieu Lacombe, ancien chef de nouvelles de TVA et directeur des coms à la STO. Monsieur Bussière, qui a été maire de la pêche et préfet de la MRC, de la Haute-Gatineau. Il est allé chercher des gens quand même solides, Mathieu Lévesque dans Chapelot. Alors, tout ça mis ensemble, je pense qu'il était temps qu'ils remettent à l'avant-scène cette équipe, parce qu'au national, il est allé chercher quand même Yann Lafrenière, le gars de com de la sûreté municipale de Montréal. Il est allé chercher Madame Sonia Lebel de la commission Charbonneau. En tout cas, je pourrais en nommer une tonne, alors qu'au Parti libéral, il y a beaucoup de ministres qui ont débarqué, comme la ministre Stéphanie Vallée, qui était la ministre responsable de la région. Alors ça, c'est des choses qu'on pourra voir et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Et je pense que son séjour au face-à-face aura réussi à arrêter l'hémorragie et probablement lui redonner certains votes. Leur passage aux 4 ensemble, à tout le monde en parle, bravo. Ça, là, moi, je pense que je prendrais plus ça que n'importe quel débat. Ça s'écoutait bien, c'était beaucoup plus agréable à écouter parce qu'ils se parlaient pas tous un par-dessus l'autre, auquel cas, moi, je ferme le son parce que ça me tape sur le gros nerf. Et on a pu apprendre certaines choses, même si c'était un peu léger, mais une belle dose d'humour et de sérieux à travers tout ça. Des grands titres, il faut faire attention, c'est comme je vous disais avec les sondages, le vote des libéraux est un peu gonflé à cause du vote anglophone et allophone, mais on sait que l'écart entre la coalition Avenir Québec et le Parti libéral est assez grand, compte tenu du vote. Si on s'assoit strictement sur le vote francophone, même chose ici au niveau régional. Je veux rien que souligner, c'est tellement un bel exemple. Cette semaine, je lisais dans Le Droit, pour pas le nommer, que il y a peut-être 2 jours, donc mardi qui se trouvait être le 25 septembre, on dit, en parlant du comté de Chapelot, qui est vraiment le cœur de l'ancien Gatineau, là, si on veut, et qui est représenté présentement par Marc Carrière, ça dit l'écart se creuse entre Marc Carrière et son adversaire caquiste, se creuse.
2 jours plus tard, soit aujourd'hui, le jeudi 27 septembre, grand titre, mince avance pour Maryse Gaudreault dans Hull. Et là, je me suis dit, ah mon Dieu, je m'a tombé en bas de ma chaise parce que j'avais une prédiction à vous faire. Je vous dirais que des bonnes chances dans Papineau pour la Coalition Avenir Québec. D'après moi, de bonnes chances dans Papineau. Des bonnes chances de gagner pour la Coalition Avenir Québec aussi dans le comté de Gatineau. Et j'aurais mis un petit point d'interrogation à côté du comté de Chapleau, qui est présentement détenu par Marc Carrière. Mais jamais, au grand jamais, je vous aurais dit que le comté de Maryse Gaudreault ou celui d'André Fortin, les 2 libéraux, Pontiac et Hull, quoi que ce soit. Alors là, j'ai lu, parce que moi, je les lis, les articles, je fais pas juste regarder grands titres. Et là, je regarde les chiffres. Dans le cas de Maryse Gaudreault, elle a 31,1 % selon le sondage, et son adversaire, Coalition Avenir Québec, en passant, c'est même plus le PQ qui est deuxième là, dans le comté de Hull, c'est la Coalition Avenir Québec à 24,8. Et si on regarde dans le comté de Chapleau, il est à 33,3 % selon cette même firme de sondage, et son adversaire à 27,6. Alors, est-ce que c'est un écart mince? L'autre se creuse. Je fais juste vous dire, ils se ressemblent pas mal, ces chiffres-là, mais l'indication qu'on veut donner aux lecteurs, pas sûr. Mais c'est pas le journaliste, je fais juste vous le dire, les journalistes choisissent pas les titres, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux grands titres, c'était le message que je voulais vous faire. Je vais vous faire une petite prédiction, puis vous me rirez d'en face la semaine prochaine. La plupart des grands experts disent que ça va être un gouvernement minoritaire caquiste. Moi, je vous dis qu'il y a encore de la place pour un gouvernement majoritaire caquiste. On verra. Je pense que ce le sera. Mais à tout le moins, ce sera un gouvernement minoritaire caquiste. Mais de toute façon, est-ce qu'il y aura des sièges en Outaouais? Je vais me compromettre et dire oui, il y en aura. Et puis, on saura vous dire la semaine prochaine si je me suis trompée. Je vais vous dire qu'il y en aura au moins un, à mon point de vue. Alors, ça sera à suivre. Ça va faire une soirée, en tout cas, moi, ça va faire une soirée excitante en politique provinciale, comme ça fait longtemps que j'aurais pas vécu. Et parlant d'élections excitantes, je vais vous dire, celle au Nouveau-Brunswick. Dites-vous que lorsque le Nouveau-Brunswick a commencé sa campagne électorale, le Parti libéral de M. Galland, c'est un peu un Justin Trudeau, là, 2.0, cute, tu sais, qui bonde avec les selfies, belle image, bilingue, etc. C'était même pas une course. Et à la toute fin, on sentait que ça s'était tellement resserré. Même phénomène qu'ici au Québec, c'est-à-dire qu'on sent sur le terrain que les gens sont tannés de la même chose, plus ça change, plus c'est pareil. Puis ça veut pas dire qu'avec les autres, ça va être mieux, c'est pas ça que je vous dis, là. C'est le feeling qu'on ressent sur le terrain. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les conservateurs ont réussi ce que personne pensait que serait faisable, c'est-à-dire d'aller gagner le nombre de sièges. Alors, les conservateurs ont fini avec 22 sièges au Nouveau-Brunswick, les libéraux avec 21, mais extraordinaire, incroyable exploit. Le Parti vert est allé chercher 3 sièges et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick est allée chercher 3 sièges. L'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, en passant, c'est un parti politique tellement anti-francophone, anti-bilinguisme. J'ai hâte de voir quel genre de coalition que ça fera, ça, si coalition il y a entre quelques partis que ce soit. Tout ça vous dire que c'est pas nécessairement évident au niveau constitutionnel ce qui se passe présentement. M. Galland est toujours aux dernières nouvelles le premier ministre. On verra s'il aura la confiance de la Chambre. Ça sera à suivre. Mais moi, ça m'envoie une indication de ce qui peut, même si le Nouveau-Brunswick, c'est pas le Québec, là, mais dites-vous que dans l'Est du Québec, ce qui s'est vécu aussi au Nouveau-Brunswick, on va peut-être en ressentir les contre-coups et le Parti québécois qui était très fort dans l'Est le sera peut-être pas autant. Alors, ça sera certainement à suivre, mais c'est pas encore décidé de ce qui va se passer, qui deviendra premier ministre. Moi, je soupçonne que ce sera le monsieur Higgs, conservateur, qui va devenir premier ministre avec peut-être les Verts ou l'autre parti avec lequel il y aura sûrement plus d'affinité que les libéraux. Mais tout ça pour vous dire que des fois, une campagne électorale peut faire une différence. Notre gouverneur général, Julie Payette, vous en entendez parler de ce temps-ci, ça donne l'impression qu'elle n'est pas intéressée par sa job, c'est pas du tout ce qu'elle pensait, parce que c'est beaucoup une job d'apparat, puis de protocole et ainsi de suite, et c'est une femme brillante, ancienne astronaute, écoutez, là, c'est pas une deux de pique, Julie Payette.
C'est une job de bras en passant qui a commencé à être fait par certains médias anglophones, à mon point de vue, qui, pour des raisons que j'ignore, ont décidé de commencer, là, parce qu'elle fait pas dans dentelle, puis elle a une tête sur ses épaules. Ils ont dû dire, hey, c'est comme pas assez. Et on a commencé à laisser insinuer que, bon, elle s'occupait plus de certaines causes, qu'on attendait après elle pour plein de choses, et ainsi de suite. Moi, j'espère, si Mme Payette est au point où elle se dit « Hey, je pensais jamais que c'était ça la job », ben, il fallait peut-être regarder avant de dire oui. Par ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau peut pas se surprendre quand tu nommes quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis qui sait ce qu'elle veut, puis qui a des opinions, ben tu risques de peut-être pas toujours aimer ce qu'elle va dire puis ce qu'elle va faire parce que ça fait peut-être pas gentille petite fille assise sur son trône à jouer à la reine Élisabeth pour le restant de ses jours jusqu'à ce que son mandat se termine, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Enfin, il y a eu une belle victoire pour nos facteurs, factrices en milieux ruraux. On disait qu'ils n'étaient pas payés de la même façon. C'était une question d'équité salariale. Il y a évidemment Post Canada puis ses facteurs factrices. Son syndicat n'a pas réussi à s'entendre sur le montant. Le syndicat avait gagné contre l'employeur. Restait à établir le montant. Et dans ce contexte-là, l'arbitre leur avait donné un délai, je pense jusqu'à la fin août. Le délai a passé. C'est l'arbitre qui a établi le montant, donc une belle somme d'argent qui va être versée aux facteurs factrices. Et ce que ça a eu comme impact, je pense, même s'ils ne le disent pas que c'est à cause de ça, c'est qu'ils continuent les négociations pour la prochaine convention collective et les menaces de grève, bien, pour l'instant, ou de lockout, ils sont moins présentes. Ils sont toujours là, mais on n'a pas eu d'avis. Alors, tant mieux, j'espère que oui, parce que ça serait peut-être mal perçu par le public. Je voulais vous parler un peu de Trump. Je vais le faire ultra rapidement, ce que lui n'a pas fait hier soir dans sa conférence de presse. J'ai eu à le subir pendant 89 minutes parce que je participais à un panel en anglais à CBC et on devait écouter ce que le président Trump avait à dire dans sa conférence de presse pour après le commenter. Personne ne savait au départ que ça durerait 89 longues minutes. Et c'était incroyable. J'ai eu vraiment une vision de comment ça doit se passer à Maison-Blanche. Pas évident. Il y avait une assemblée générale à l'ONU, à l'Organisation nationale des Nations unies. Le premier ministre Trudeau était là. On le sait que ça négocie fort présentement pour renouveler l'ALENA. Ça branle dans le manche un peu avec Donald Trump. Mais ceci étant, on a vu, il y a une vidéo qui circule et ça veut tout dire. Il y a Justin Trudeau qui s'approche de Donald Trump, qui met la main sur l'épaule, l'autre se revire de bord, et je vous fais pas de farce, se lève même pas, il donne une poignée de main et se revire de bord et regarde ses papiers. Snobber quelqu'un, là, c'est comme ça que je montre. Si vous voulez savoir comment on peut faire pour snobber quelqu'un, c'est de même. Ça a l'air qu'il n'aime pas nos négociateurs. Trudeau dit que c'est parce qu'on négocie serré. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. On saura y revenir. Il y a eu Monsieur Cosby qui a eu sa sentence. Bravo, je suis contente. Boivin dit plus rien.